Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a los encuentros Cinema al Día. Este especie de refugio que dedicamos aquí en el festival todas las tardes a la conversación. Como sabéis, siempre tenemos propuestas muy diferentes. Esta tarde tenemos una propuesta de Francia, una propuesta de Túnez y una propuesta de Noruega. Son propuestas diferentes en cuanto a sus formas, pero esta vez tienen algo en común, que las tres películas de hoy están protagonizadas y cuentan historias de mujeres muy poderosas. Así que antes de empezar con las conversaciones, vamos a recibir a los equipos de hoy con un aplauso, como siempre. Bonjour. ¿Qué tal? Bueno, nuestro primer invitado se llama Damien Manivel, llega de Francia y presenta esta tarde, va a presentar, es que si tu veux, tu peux savoir la traducción en francés. Él va a presentar la película en Zabaltegui, esta tarde una película que se titula Les enfants d'Isadora, los hijos, las hijas de Isadora. Es una película que parte del trabajo de la bailarina y coreógrafa Isadora Duncan y que la reinterpreta. Damián, usted se ha dedicado a la danza antes que al cine. ¿De dónde parte esta historia, que parte de un hecho muy concreto de la biografía de Isadora Duncan? Alors, voilà, comme vous dites, moi j'ai fait beaucoup de danse donc avant de faire du cinéma. Et depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai toujours eu envie de faire un film sur la danse, qui parle de danse. Mais c'est jamais simple de parler d'un sujet dont on est très proche. Du coup, ça m'a pris un peu de temps et j'ai découvert un peu par hasard, un jour en faisant une improvisation avec une danseuse, en faisant travailler une danseuse. Cette danseuse a fait un geste très lent. Il y avait une amie chorégraphe qui était présente et qui m'a dit « Tiens, ce geste-là, ça me fait penser à la pièce de danse, du solo de danse qui s'appelle La Mer de Isadora Duncan. » Donc j'ai dit à mon amie « C'est quoi ce solo ?» Et elle m'a raconté donc que Isadora Duncan avait écrit ce solo, donc La Mer, après la mort de ses deux enfants. Et donc c'est vraiment une danse très émouvante qui raconte voilà, la traversée d'une mère qui dit adieu à ses enfants. Donc à partir du moment où j'ai découvert cette danse, qui a 100 ans, j'ai eu envie d'en faire un film. Donc un peu comme on adapterait une nouvelle pour faire un long métrage. Moi je suis parti vraiment d'un solo de danse et j'ai écrit une histoire à partir de ça. Avec la question de, notamment, comment des gestes qui ont 100 ans, des gestes très intenses, très émouvants, peuvent aujourd'hui, donc 100 ans après, exister, et notamment dans le corps et dans la vie de 4 femmes. Voilà, donc on suit 4 femmes qui vont danser ce solo. Ahora seguimos hablando del solo y de las 4 mujeres, 4 personajes que protagonizan la película, pero antes vamos a ponerle imágenes, vamos a ver un adelanto de la película que se presenta esta tarde, como digo, en Zabaltegui. Et Patrick. Après la mort de mes 2 enfants, je cherchais à composer une danse. Mais je ne trouvais plus le courage de faire le moindre geste. Las cuatro mujeres son mujeres que participan de alguna forma en cada una de las etapas de una creación de un espectáculo teatral, desde la coreografía hasta el espectador o la espectadora. ¿Usted puso en marcha este espectáculo teatral? Es decir, supongo que aquí se mezcla ficción y documental, ficción y no ficción, y que de alguna manera usted creó una ficción, o sea, digamos que puso en marcha una historia real para que alrededor de esta historia real sucedieran todas estas historias más personales, ¿no? Alors en fait, ce solo, donc cette danse, que vous en avez vu quelques bribes là dans l'extrait, aujourd'hui il reste qu'une partition en fait. Donc il y a juste un texte, comme une partition de musique, mais qui montre des mouvements de danse, des gestes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que la première histoire du film raconte comment est-ce qu'à partir de la partition, une jeune femme déchiffre ces gestes, les redécouvre,
Ensuite, la deuxième partie du film raconte une transmission, c'est-à-dire comment une chorégraphe qui a une cinquantaine d'années transmet ses gestes à une adolescente et la fait danser. Et ensuite, la troisième partie du film raconte l'histoire d'une spectatrice qui vient voir le spectacle, qui est émue et qui rentre chez elle avec cette émotion. Donc, le geste du film, c'est comment est-ce qu'on déterre le solo et comment est-ce qu'il se transmet et ensuite se remet à vivre dans le monde contemporain. Donc, et après, évidemment, les spectateurs du film continuent ce trajet. Voilà, ça peut paraître conceptuel dit comme ça, mais voilà, je vous encourage à aller voir le film. Hay una decisión sorprendente y arriesgada en la película, espero no hacer ningún spoiler, es que no se ve la interpretación del solo al completo. Se ve la primera parte, en los ensayos, como la coreógrafa va descifrando, se ve una segunda parte en los ensayos y luego, digamos, hay una elipsis hasta la espectadora. Se ve los rostros de los espectadores viendo ese espectáculo, pero que el espectador nunca lo ve, que yo creo que gana en fuerza, ¿no? Porque se convierte casi en un espectáculo mítico. Pero bueno, ¿por qué esa decisión tan drástica? L'idée, ça n'a jamais été de danser cette danse comme Isadora Duncan l'a dansé il y a 100 ans, ni de montrer le spectacle terminé en fait. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on travaille des gestes, comment est-ce qu'on retrouve des gestes. Donc le film est comme une sorte de croquis de gestes, et en fait c'est cette accumulation de gestes qui crée une émotion. Et après, j'ai toujours eu envie de filmer les visages de spectateurs, je trouve ça très émouvant. Et voilà, donc je me suis dit, je vais le faire sur ce film. La película muestra el dolor de Isadora Duncan, por un lado, y el dolor de la última espectadora. ¿El arte puede ser algo catárquico contra la tragedia? Le film parle de ça. Je pense que l'art peut aider à traverser le drame. Je pense pas que l'art sauve, mais je pense qu'il aide à traverser et à avancer en fait. Usted es francés, la película se ha rodado en Francia, sin embargo aparece como una coproducción con Corea, con el festival de Jeonju. ¿Cuál ha sido la relación con el festival y en qué medida ha ayudado el festival de Jeonju a que esta obra pueda realizarse? Alors, cette coproduction donc du festival de Jeonju a été cruciale parce qu'en fait, elle a permis de lancer le projet. Moi, je suis aussi producteur de mes films. Je fais des films avec peu d'argent. Donc, du coup, quand j'ai entendu parler que le festival de Jeonju proposait comme ça une bourse d'aide pour un film, j'ai tenté ma chance et ça s'est bien passé. Et ensuite, pour des réalisateurs comme moi qui travaillent avec des budgets restreints, ça a vraiment lancé le projet et ça m'a mis en confiance. Donc c'était vraiment essentiel. Je pense que je l'aurais fait quand même, mais peut-être j'aurais mis un peu plus de temps. Parce que là, ça s'est fait assez rapidement. Muchas veces hablamos casi siempre después de que hayamos visto las películas. En este caso, esta conversación sirve de aperitivo, puesto que, como decía al principio, la película se presenta esta tarde en Tabacalera. La película yo sé que va a ir de maravilla, porque es una propuesta diferente, pero una propuesta con una sensibilidad impresionante y te deseamos muchísima suerte, aunque no la necesites, porque el proyecto se defiende por sí mismo. Muchas gracias, Damien. Muchísimas gracias y te esperamos aquí en el Festival de San Sebastián. Merci beaucoup. Bueno, pues nuestra segunda película de hoy, bonjour. Nuestra segunda película de hoy es una película que viene de Túnez. Sí que se presentó ayer aquí en la sección Nuevos Directores y me comentabais, en este caso nuevas directoras. Nos acompaña la directora Hinde Boujema y la actriz absoluta protagonista de la película, Hen Sabri. El título de la película es El sueño de Nora, Le Rêve de Nora. Comentábamos antes que estabais emocionadas por la respuesta del público a la película. ¿Cómo fueron las proyecciones de ayer? O de esta mañana, que creo que ha habido otra. Oui, c'était formidable. Je crois que pour un réalisateur, il n'y a rien de mieux que d'avoir du public et des gens qui viennent. Alors hier, c'était hyper émouvant, évidemment.
les gens applaudissaient, il y avait des gens qui pleuraient. Et on se dit, ok, on a réussi à toucher, à raconter une histoire, à émouvoir les gens. Et puis, alors ce matin, c'était surprenant parce que j'ai dit, alors, un public, la projection était très tôt, à 9h30. Je me dis, donc, ils se sont réveillés très tôt, ils se sont dit, on va aller voir un film à 9h30, 650 personnes dans une salle, c'est... Là, je me suis dit, ok, on est vraiment avec des cinéphiles, et c'était une merveille. Ce matin, c'était une merveille aussi. Vraiment beaucoup d'émotions positives, c'était fantastique. Idem, c'est un public qui est très réceptif. C'est notre premier public européen. On a eu juste une première internationale à Toronto et c'est le premier public européen qui voit le film. Et c'est un film qui est très tunisien, mais en même temps très universel. C'est l'histoire d'une femme. Et on voit, on a vu à Toronto, on le voit ici, on voit comment les femmes et les hommes perçoivent ce film, perçoivent les personnages, l'histoire. Et ça nous donne en tout cas une envie folle de le montrer en Tunisie et dans le monde arabe. Parce qu'on a compris qu'on avait gagné le pari de l'universalité avec un public qui a été vraiment superbe hier soir et ce matin, vraiment magnifique public. Bueno, pues la película es una película muy reivindicativa, una película muy emocionante al mismo tiempo. Cuenta la historia de Nora, una mujer cuyo marido está en la cárcel. Ella quiere rehacer su vida con un nuevo amante, con una nueva pareja, y las leyes se lo impiden. Como digo, la película es muy emocionante, pero no sé si en el planteamiento de la película desde el principio había intención de crear un debate sobre esta historia y sobre esta forma de opresión de la mujer en Túnez. Oui, alors c'est pas. Alors je vais quand même faire cette loi. Alors il y a deux choses dans le film. Le divorce est très facile en Tunisie pour les femmes. Donc la loi est vraiment de notre côté et même plus que dans beaucoup de pays européens. Ça, au niveau de la loi, on parle. Hein. Et ensuite, la deuxième loi, ce n'est pas que l'oppression de la femme, parce que l'homme rentre en prison aussi avec elle. C'est le couple qui rentre en prison pour l'adultère. C'est pas uniquement la femme, l'amant aussi. Donc ça, c'est important de savoir. Oui, je pense qu'il y avait quelque chose... Bon, on ne fait pas un film sur une loi, on fait un film parce qu'on veut raconter des humains, des vies, on veut chercher comment un humain réagit face à la jalousie, à l'amour. C'est ma curiosité, du moins, en tant que réalisatrice. Mais effectivement, ce sont des lois qui existent et on s'en sert pour notre dramaturgie. Voilà. Donc oui, il y avait une intention de parler de ça aussi et de soulever de toute façon ce débat-là en Tunisie. Ça, oui. Seguimos hablando ahora, pero bueno, vamos a ver algunas imágenes de la película. Creo que el clip pertenece precisamente al principio de la película. ثم القضايا نتاع جمالي طلبتهم علينا مدام كلثوم. يا وخرج ما حبس هذا سرقة زقلة تحيي شو قعدك معاه؟ سامحني اختي تعينت الجلسة 4 أيام أخرين. قد اليوم شهر؟ اليوم 5 في الشهر. راجلك في باله؟ Ahí veíamos a los dos protagonistas, la pareja que sufre toda esta opresión de la ley, de la cultura. No sé, Gens, si tuviste presente pues, mujeres reales de a tu alrededor, historias de tu alrededor a la hora de componer estos personajes, o qué tipo, digamos, de referencias utilizaste para componer este personaje tan potente, ¿no? Una madre, una esposa, una mujer enamorada, tiene muchas aristas, tiene muchas facetas diferentes, ¿no? Oui, alors j'ai pensé à moi en tant que femme et à toutes les femmes que je connais qui m'entourent, à Inde aussi, parce que c'est quand même ce qui nous a rapprochés, ce qui a fait qu'on a fait ce film ensemble. C'est aussi une façon pour nous de rendre hommage à quelque chose qui est tu en général, qui n'est pas parlé, qui est non dite, qui est le monde intérieur des femmes qui sont mères, qui sont épouses, qui ont une vie tracée, surtout dans des cultures qui les... J'aime pas dire oppriment, parce que la femme tunisienne n'est pas une femme opprimée, vraiment pas. C'est pas de la langue de bois, c'est pas du tout une femme opprimée. Au contraire, mais la culture patriarcale en général
pardonne beaucoup moins facilement l'adultère à la femme ou la liberté à la femme plutôt qu'à l'homme. Donc je pense que chaque femme, toutes les femmes, passent par une période de remise en question, par une période de doute, surtout quand elles deviennent justement mères et qu'il y a un phénomène de transmission qui commence avec une génération, une autre génération. Et comme les femmes sont aussi beaucoup plus amenées que les hommes à faire des sacrifices dans leur vie pour pouvoir justement suivre ce rôle de mère, donc il y a beaucoup de doutes, beaucoup plus de doutes dans le monde intérieur d'une femme. Et le cinéma n'en parle pas beaucoup. En tout cas, bien sûr qu'il y en a, il y a beaucoup d'exemples, mais c'est vrai que ce que j'ai aimé dans l'approche de Hind, c'est qu'elle parle vraiment, c'est qu'elle filme vraiment cette femme qui est complètement, elle est forte, mais en même temps, elle est tellement seule, perdue. Les hommes autour d'elle ils abusent d'elle, même si elle en est amoureuse, même s'ils sont là dans sa vie et qu'elle a envie d'être avec l'un d'eux. Mais dans la scène du poste de police, pour ceux qui ont vu le film par exemple, on voit très bien dans la mise en scène que c'est une femme qui est complètement dans un monde d'hommes et que tous les hommes autour d'elle sont en train de se jouer un peu d'elle. Donc il y a une force, mais il y a aussi une grande faiblesse. Et la force vient souvent de la grande faiblesse. Et la force des femmes vient de la grande faiblesse des femmes dans un monde d'hommes. La película tiene un ritmo muy potente, un ritmo muy ágil, está contada casi como si fuera un thriller, a pesar de ser una película intimista, ¿no? Me llama la atención un poco este doble juego de la película, que en algún momento, hablando de la corrupción policial, se va convirtiendo, insisto, en una película casi de suspense, que va avanzando y que te tiene al espectador, o sea, digamos, la trama principal te tiene al espectador pegado a la butaca para contar la historia de esos personajes mucho más profunda. Me imagino que fue una decisión muy consciente y que a lo mejor, no sé si, Inde, te basaste en algún tipo de thriller o en las técnicas del thriller para hacer esta historia, que no voy a decir cómo acaba, pero acaba absolutamente arriba, ¿no? Oui, d'ailleurs, oui, c'était avant même de faire le film, c'était vraiment une volonté de réalisation, c'est-à-dire traiter une histoire d'amour, de passion et tout, mais en même temps d'avoir du suspense, de se dire mais qu'est-ce qui peut bien leur arriver à chaque seconde du film. Donc il y avait vraiment une intention très claire là-dessus dans mon écriture, quoi, et dans le montage après. Aussi, on a fait très attention et c'était un dosage aussi assez délicat à trouver. Comment vivre chaque seconde en se disant mais qu'est-ce qui va se passer, donc voilà, oui, c'était absolument une intention claire. Se hablabais de pues un mundo con la presencia de los hombres, pero sin embargo yo creo que en la película, a pesar de que se ven evidentemente las diferencias entre hombre y mujer, la diferente situación, me parece que tengo la sensación de que habéis tenido una mirada bastante no comprensiva, pero digamos que habéis intentado comprender a esos personajes, que de alguna manera todos son víctimas, ¿no?, de esa situación. A mí lo que me gusta bastante de la película, me gusta mucho que no es muy maniquea. Digamos, los hombres al final son víctimas y tengo la sensación, o al menos yo me sentí reconocido en la forma en la que ahora en el mundo entero, y me imagino que también en Túnez, se tiene que replantear la masculinidad, ¿no? Oui, absolument. D'ailleurs, mes rôles masculins, les deux personnages masculins sont extrêmement importants. Déjà, par rapport, je pense que ce qui est important quand on crée un personnage et quand on écrit un personnage, c'est de rester, en tout cas pour moi, très proche de ce que nous, fondamentalement, sommes en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, nous avons tout en nous. Toutes les émotions sont en nous, la haine, l'amour, tout existe en nous. Après, on a des dosages différents en fonction de chaque personne et des réactions différentes aux émotions en fonction de chaque personne. Donc, je suis pas très, pour les personnages trop lisses, effectivement, parce que pour moi, ils n'existent pas dans la vie. On est tous mauvais et bons, on a tout. Donc, dans l'écriture, c'était important aussi de conserver ça, effectivement. Et puis, oui, tout le monde est prisonnier et tout le monde aime dans ce film, d'une manière différente. Mais le mari aime aussi, il ne la dénoncera pas. Il peut à n'importe quel moment dire la dénoncer pour de bon, vu qu'il y a la corruption avec la police. Donc, il peut à n'importe quel moment la faire valser en prison. Mais pourtant, non. Il va pas le faire. L'amant est amoureux comme un adolescent, elle est amoureuse
elle a besoin de cette fraîcheur. Et en fait, voilà, tout le monde est un petit peu piégé effectivement par la situation, par le système, par le système aussi de la police, quoi, forcément. Pues muchísimas gracias por traernos esta propuesta, Merci. que insisto es una propuesta intimista, pero a la vez con una trama casi policíaca muy muy potente. Se presenta en nuevos directores o nuevas directoras. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Sí. Sí. Bueno, y de Túnez nos vamos en nuestra última parada de hoy. Nos venimos hasta Noruega para hablar con la película Disco. De la película Disco nos acompaña su directora, Jorunn Myklebust Sivertsen, no sé si lo he dicho bien, y su protagonista, Frida Petersen. Muchas gracias a las dos por estar aquí. Decía al principio yo que bueno, pues, las propuestas tenían en común que las protagonistas eran mujeres muy fuertes, que intentan luchar para salir de, digamos, de unas circunstancias impuestas. En este caso es ella, la joven protagonista. Toda la historia se ambienta en las iglesias pentecostales en Noruega, que es un tema que me ha llamado muchísima la atención. Ahora veremos un poco cuál es la aproximación. Jorunn, lo primero que me gustaría que nos contaras es por qué has decidido ambientar esta historia en este ambiente tan determinado, y no sé qué fuerza tienen ahora mismo este tipo de iglesias cristianas en Noruega. I was a bit surprised myself because I don't come from this. I haven't myself grown up in a Pentecostal church. I always tend to write stories about people or imbalance of power and imbalance of power in between people and in small groups. And I think it's really interesting to look into how we relate to faith in our society today, how the structures are around faith. And this was my interest, and I knew about, in Norway, it's quite common Pentecostal direction. That's there are predicants that call themselves, or this, in the media, they are called the money preacher and the miracle preacher, because they donate or they ask you to donate money and they will heal you. So this was I thought this was a really strange environment for me, and I wanted to investigate why. How is it that the state in Norway give them money, and how is it that they can so easily attract people in vulnerable situations, and how do they relate to children? And then I started the research, and I found a much more modern church, or modern churches in these environments, that it's like coming into a pop concert. And I found Hillsong, that is really big in the US and other parts of the world, and similar churches like this. It's really modern. They have pop cultural aesthetics, and but I think I find in all these environments also some similarities, that how they connect your personal belief to God, to giving money to the church, I find problematic. And I also think they try to I see some structures of hierarchy in all these environments. And also I found the last church that Miriam comes into in the end is a much more radical church, that I knew about this, but I didn't know how severe it is and how spread it is, and that these environments still exist also in Norway. Yeah, it was a long answer. Bueno, como decía ella, son iglesias pentecostales, pero que tienen como un acercamiento a los jóvenes muy pop. Lo vamos a ver en las imágenes de la película. And the winner is Miriam Hanna.
fantastisk at du er her, så vi kan samles sånn i Den hellige ånd. Jeg blir så glad. Det er VM snart og sånn. Ja. Vi er veldig glade. I was looking for Jesus. Du har fått alle kortene. Du må spille det riktig, da. Han har noe helt egen planlagt for deg. Bueno, una estética muy moderna. Además, se da la circunstancia de que la protagonista, Frida, el personaje, es campeona de baile disco. Hablábamos antes de Isadora Duncan, vamos a hablar ahora de danza, pero danza disco. ¿Cómo fue la preparación de este personaje? Por un lado, la preparación de, digamos, la faceta más religiosa del personaje y también la preparación más física del personaje. I think these stopped working So right now. Oh, So I can there. no, I can. Yes, it's working. I prepared myself for the character by talking a lot with Jorunn, and because she had done all this research about the churches and about the disco dance environment and everything. So very much of my preparation, it was very important for me to have conversations with her. And also I got to talk to, or after I got the part, I started going to different churches in Oslo. And I got to talk to different priests, and also I had conversations with people who had left their churches, but also people that are living happy lives in the churches as well. So and that helped me a lot because I didn't know about all of this, all of these stories, and as Jorunn said, it's real events. It's based on true events. So yeah, and then with the dancing, I had to train, or is that the word, exercise? So I started that also like a week after I got the part. So I trained with my coach, or my dance teacher, who's also the dance teacher in the film, and he's a real world champion disco dancer. So yeah, it was fun and interesting. Esta decisión de mezclar las iglesias pentecostales con la música disco, ¿en qué momento se te ocurrió? ¿Y en algún momento tuviste miedo de que no pudieran encajar las dos líneas narrativas? I've been working as a video artist in many years before, and also with photography, and I have done a lot of works within this disco freestyle environment. I've always been interested in closed environments, and also when I found the Pentecostal church, I think they are on each side at the most extreme, or they have some extremities that I find interesting, and I think by combining them, they kind of strengthen each other visually, but also symbolically. So first, it was more like, because the radical churches talk about how you should choose the narrow way, not the broad way, and that the broad way is it's full of glitter and diamonds put out by the devil, and if you choose the broad way, you go to hell. And I thought that the disco environment was a kind of a nice symbol to this theory. So that was kind of how I wanted to have them to strengthen one another. But when I did my research, I was a lot with the dancers, and I found several people that were actually dancing in their own churches with their costumes. So I think in a lot of modern churches today, you will actually find some things like this. And also in Hillsong, I looked a lot on the internet on big Easter
concerts or venues that they have, and a lot of other. I went also in Oslo to big events there, and they have really modern dance with, I would not say sexualized clothes, but it's certainly pop cultural and really modern. So I think it's, yeah, it is there. Frida, tu personaje sufre mucha presión porque quiere llegar siempre a la perfección en la vida y en la danza. Tiene mucha presión porque tiene miedo al fracaso y está muy expuesta. Tú en Noruega eres una gran estrella gracias a la serie Skam. Tienes, no sé, he mirado esta mañana 1 millón y pico de seguidores en Instagram. ¿En algún momento has sentido también ese tipo de presión? Porque tú eres muy joven. Like everything happened very fast. Like I feel like I suddenly got many followers, but I don't feel that much of a pressure on the social media thing. But I think Miriam, the character, is a perfect kind of picture of my generation. You know, I'm also like born in the Instagram generation. It's a lot talk about our of my generation feeling very much pressure and feel the need to be perfect in school and our looks and everything more than ever. Like there's a lot about that now, and I feel like that is of course something I've felt when I was younger, especially like you want to be perfect and you want to do good, but I feel like with Miriam it's also, you know, from everywhere, and then on top of everyone, or on top of feeling the pressure from all sides, you also add God into the picture, so then I think it gets a bit much. Sí, pues, tener a Dios como seguidor en Instagram es complicado. Jorunn, la película se ha presentado ya aquí en el festival. I forgot the question was about me. I was like, Mira. Se ha presentado ya en el festival. Me gustaría que comentaras un poquito cómo comentaban ellas. ¿Qué impresión habéis tenido en estas primeras proyecciones? Yeah, I just thought it was a really wonderful atmosphere. So nice to be here and showing the film with so eloquent questions afterwards. It's an honor to kind of have those reflections and comments. Yeah, I thought it was really nice. Pues me alegro mucho, la película se lo merece, y bueno, yo recomendaría a todos los que estáis aquí que cojáis la lista esa que parece una quiniela, donde se ven todas las películas y todos los horarios, y apuntaréis cualquiera de las tres, porque de verdad que son tres propuestas increíbles. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy, a vosotros también por estar aquí. Nos podemos ver mañana si queréis, y a los que nos ven a través de la tele ahí fuera, pues nada, que nos sigáis también un poquito más adelante, porque todos los días estamos aquí en los encuentros Cinema al Día. Gracias.